La Terre, la planète bleue. Un monde fait d'eau et plein de vie. Mais l'apparition de cette vie reste un mystère. Les éléments nécessaires à sa formation se seraient-ils d'abord constitués dans l'espace ? On a décelé dans des météorites des substances essentielles aux vivants. De toute évidence, des échanges interplanétaires ont lieu. Et si les météorites nous avaient apporté la vie ? L'eau et les molécules organiques sont essentielles à la vie telle que nous la connaissons. Or, on a retrouvé les deux dans la même météorite. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était bombardée par une pluie de météorites. Sans ce bombardement, venu d'ailleurs, la Terre aurait été complètement sèche et donc stérile. Et ce déluge n'est pas terminé. On peut en ramasser partout, dans le jardin, sur le toit. Ce sont des particules infiniment petites, tout à fait fascinantes. De quoi inciter l'humanité à tenter de résoudre l'une des plus grandes énigmes de tous les temps, avec l'aide peut-être d'une mission spatiale japonaise. J'espère qu'on trouvera les éléments habituellement présents, mais aussi d'autres éléments. Ce serait une découverte formidable. Que s'est-il passé sur notre planète il y a 4 milliards d'années ? Située au-delà de l'orbite de Mars, la ceinture principale d'astéroïdes abrite plus d'1 million de corps rocheux issus du système solaire primitif. Au cours des 4,6 milliards d'années écoulées, des millions de ces astéroïdes ont touché la Terre. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Le musée d'histoire naturelle de Berlin conserve quelques 6000 fragments issus de plus de 4000 météorites, soit l'une des plus vastes collections du genre au monde. Ansgar Gräshake, spécialiste des sciences de la Terre, nous présente ces trésors. Ce bout de roche est une météorite lunaire, un morceau de notre satellite naturel. Ça, c'est une météorite assez typique, retrouvée dans le nord du Sahara. On voit bien la croûte noire qui l'entoure. Elle s'est formée quand la météorite est entrée dans l'atmosphère terrestre. Cette partie se trouvait au contact du sol. Il reste encore un peu de sable brun clair. Maintenant, direction Mars. J'ai besoin d'un scalpel pour ouvrir la boîte. Un cutter fera l'affaire. Ce morceau, soigneusement calé dans la mousse, est un fragment de notre voisine, la planète Mars. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'est pas rouge, puisqu'on parle toujours de la planète rouge. Mais cette couleur est simplement due à la poussière qui la recouvre et qui est riche en oxyde de fer, c'est-à-dire en rouille. Et maintenant, je vais vous montrer le Graal des chimistes. Il est dans l'armoire. Ce superbe spécimen provient de la météorite d'Orgueil, du nom du village français où elle s'est écrasée. Elle ressemble un peu à un morceau de charbon, car il s'agit d'une chondrite carbonée. À l'exception des éléments volatiles tels que les gaz nobles ou l'hydrogène, elle présente la même composition chimique que le Soleil.
Les météorites nous donnent accès à des matériaux inchangés depuis l'apparition de notre système solaire, que nous ne trouverions pas autrement sur Terre. La ceinture d'astéroïdes abrite des éléments restés à l'identique depuis 4,5 ou 4,6 milliards d'années. Ils contiennent peu, voire pas d'eau, et sont à des températures très basses. Cette fenêtre sur les débuts du système solaire nous permet d'étudier son apparition. Le nom météorite désigne les objets solides qui atteignent la surface de notre planète. La plupart du temps, ce sont des fragments d'astéroïdes. Pour 99,9% d'entre eux, ils proviennent de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. On étudie ces météorites de près depuis des années. Certaines sont si riches en composés organiques qu'elles émettent une odeur d'hydrocarbures. On se croirait dans une station essence quand on en tient une dans la main. C'est la présence de ces composés organiques qui relierait les météorites à l'apparition de la vie. Comme les squelettes de dinosaures, elles nous offrent un aperçu d'un monde disparu. Ce sont un peu les fossiles du système solaire primitif. À l'Observatoire de la Côte d'Azur, à Nice, on s'intéresse notamment à l'origine et à l'évolution du système solaire. Alessandro Morbidelli a participé à plusieurs études importantes sur le sujet. Les météorites sont essentiels pour comprendre la formation du système solaire. Et si on regardait juste les planètes, leurs orbites, leur masse, on ne comprendrait pas facilement comment le système solaire s'est formé, ou peut-être on aurait même trop de modèles qui marchent, qui expliquent la formation des planètes. Et donc, grâce à ces analyses dans les météorites, on peut comprendre d'où la Terre a pris la matière qui l'a formée. Et on sait par exemple que la Terre est très similaire à une classe spécifique des météorites qui sont les chondrites en statite. Mais les chondrites en statite sont très sèches, ne contiennent pas d'eau, n'ont pas de matière carbonée. Donc clairement, si la Terre n'avait accrété que des chondrites en statite, ce ne serait pas la planète habitable qu'on connaît, ce serait une planète complètement sèche où la vie n'aurait pas pu se développer. Et donc il faut qu'un modèle de formation du système solaire sache expliquer comment il est possible qu'une planète puisse accréter de la matière qui provient des régions différentes du système planétaire en quantité différente. Alessandro Morbidelli compte parmi les astronomes les plus renommés au monde. Il a contribué à établir un modèle de référence expliquant la formation et le développement du système solaire. Ce modèle, le voici. Il y a un peu moins de 4,6 milliards d'années, notre tout jeune système solaire se compose surtout de gaz et de poussière. À proximité du Soleil, les températures élevées favorisent la formation de corps rocheux. Ils vont grossir par accrétion pour devenir des planètes telluriques telles que la Terre ou Mars. Dans le système solaire externe, à l'inverse, la température plus basse permet l'apparition de corps riches en eau et en carbone. La plupart vont contribuer à former les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Mais certains résidus ne s'agrègent pas. Ce sont les astéroïdes. Dans le système solaire primitif, ils circulent très loin de ce qui sera plus tard l'orbite terrestre. Il faut donc un énorme bouleversement pour que des fragments de ces astéroïdes, les météorites, entrent en collision avec la Terre. Le Colorado, aux États-Unis. Le chercheur Kevin J. Walsh
a co-signé avec Alessandro Morbidelli l'article scientifique décrivant ce scénario, baptisé le Grand Tac, c'est-à-dire le grand virement de bord. Imaginez une tête de pissenlit avec toutes ses graines. Quand le vent souffle, pouf, elles s'envolent et vont se déposer un peu partout dans un pré comme celui-ci. Et chacune porte le potentiel d'une nouvelle fleur, le potentiel de la vie. Selon les travaux de Walsh et Morbidelli, un phénomène comparable a dispersé les germes de la vie dans l'espace. Kevin Walsh a réalisé une simulation informatique. Au départ, le système solaire est un disque protoplanétaire, fait de gaz et de poussière. Les grandes planètes gazeuses sont les premières à se former. Puis des astéroïdes rocheux apparaissent à l'intérieur de la nébuleuse. Dans sa partie externe, ce sont plutôt des chondrites carbonés contenant de l'eau. Ce schéma représente les débuts de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Les traits rouges et bleus montrent les amas d'astéroïdes. Les points noirs correspondent aux géantes gazeuses et glacées, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Quand on lance la simulation, on voit que Jupiter migre vers l'intérieur. Le point important, c'est que le disque gazeux lui-même évolue. Il se déplace, il change de forme, il s'aplatit et il s'approche du Soleil, comme s'il était entraîné par une crue. Et il pousse ainsi Jupiter vers le Soleil. De curieux phénomènes se produisent. Jupiter et Saturne, qui se dirigeaient vers le centre du disque, changent de cap et repartent vers l'extérieur. Peut-être parce que les planètes, dans ce système solaire primitif, absorbent les gaz environnants par attraction gravitationnelle. Le flot de gaz en direction du Soleil se trouve ainsi tari, et la force qui poussait Jupiter et Saturne vers l'intérieur disparaît. Les planètes inversent donc leur sens de déplacement. Une fois que Jupiter et Saturne ont changé de cap, que se passe-t-il? Elles se sont enfoncées dans le système solaire interne, et voilà qu'elles font demi-tour. En chemin, elles croisent tous les petits astéroïdes qu'elles avaient précédemment expulsés. Et certains vont aboutir dans la ceinture d'astéroïdes. Ce que décrit Kevin Walsh, cette grande migration des planètes, est l'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire de notre système solaire. Alors, un grand avantage du Grand Tac est qu'aujourd'hui, on commence à détecter des planètes dans les disques protoplanétaires autour d'autres étoiles. Et les premières deux planètes qu'on a trouvées autour d'une autre étoile, PDS 70, ils ont un rapport de masse qui est le même que Jupiter et Saturne. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Un Grand Tac. Donc, ce n'est pas une preuve que ce soit passé ici, mais le fait qu'on est en train de les voir à l'œuvre ailleurs donne quand même une certaine confiance que ces modèles pourraient être les bons modèles sur l'origine du système solaire. Alessandro Morbidelli et Kevin Walsh pensent que ce Grand Tac a pu fournir à la Terre certaines molécules essentielles. Pour le comprendre, retour au début du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années. Ce système stellaire qui vient de naître évolue dans une épaisse couche de gaz. Jupiter, la plus grande de nos planètes, est la première à se former. Elle s'approche du Soleil, amorçant ainsi une vaste migration planétaire. Les astéroïdes rocheux qui croisent sa route se retrouvent projetés dans toutes les directions. Une partie d'entre eux rencontre la Terre en formation. Elle n'a alors que quelques dizaines de millions d'années et est recouverte d'un magma impropre à la vie. Mais elle va grossir considérablement par l'accrétion de ces astéroïdes. Saturne s'approche à son tour du Soleil.
Mais soudain, ce grand mouvement s'interrompt et un nouveau bouleversement se produit. Le flux gazeux entourant Jupiter et Saturne disparaît. En son absence, la force qui poussait les deux planètes vers le Soleil s'affaiblit. Elles repartent donc vers l'extérieur du système solaire. Elles s'y retrouvent au cœur d'une nuée d'astéroïdes riches en eau et en carbone. Les planètes, comme les astéroïdes, sortent de leur orbite et sont projetées dans tous les sens. Certains de ces astéroïdes atteignent la Terre, elle-même en cours de refroidissement. Ils s'abattent en masse sur la jeune planète. C'est le début d'un grand bombardement. Sans ce bombardement, venu d'ailleurs, la Terre aurait été complètement sèche et donc stérile. Et donc c'est vraiment un bombardement qui est fondamental, primordial pour que la Terre puisse développer de la vie à sa surface. De nos jours, il reste très peu de traces de cette pluie venue du cosmos. Mais pas besoin de chercher très loin pour se faire une idée de l'importance de ces impacts sur la Terre de l'époque. Comme notre planète, la Lune a connu d'intenses bombardements de météorites. En témoignent les cratères visibles à sa surface. Les chercheurs pensent que ce sont des impacts comparables qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre et qui en sont peut-être même directement à l'origine. Notre planète compte aujourd'hui des millions d'espèces. Mais il y a 4,6 milliards d'années, elle était encore couverte de magma. Un milieu hostile, trop chaud pour permettre le développement de la vie. Alors comment est-elle devenue la planète bleue hospitalière que nous connaissons? C'est la question que se pose Thomas Henning, de l'Institut Max Planck d'astronomie de Heidelberg. Il a monté un projet de recherche autour des origines de la vie et d'une question centrale. Quel a été l'événement décisif pour l'émergence de la vie sur Terre? Aujourd'hui, tout porte à penser que la vie est apparue assez tôt, sans doute il y a 4 milliards d'années. Or, la Terre a entre 4,5 et 4,7 milliards d'années. À l'échelle cosmique, ça voudrait dire que la vie s'est manifestée assez vite après la formation de notre planète. Pendant cette phase, la Terre a reçu une abondance de fragments de matière, météorites et poussières interplanétaires. Ça a eu des inconvénients, mais ça a apporté aussi beaucoup de matière organique en plus. Et ça, c'est passionnant. C'est ce qui nous fait dire qu'il pourrait s'agir de l'impulsion initiale. Ce que décrit Thomas Henning est un vrai changement de paradigme, si la vie est bien apparue suite à ces impacts venus de l'espace. Mais comment définit-on la vie? Les organismes vivants reposent généralement sur 3 constituants essentiels. L'ADN, qui stocke l'information génétique, l'ARN, qui la copie, et les protéines, qui agissent comme un moteur dans ce processus. Ces briques chimiques élémentaires pourraient venir de l'espace et auraient grandement facilité l'apparition de la vie sur Terre. Notre théorie part du principe que la matière organique, y compris les bases azotées et les sucres, est arrivée sur notre planète par l'intermédiaire des météorites.
Ensuite, d'autres évolutions ont eu lieu dans les océans et les monts hydrothermaux. L'hypothèse est audacieuse. Jusqu'à présent, on pensait que la vie terrestre puisait son origine dans les sources hydrothermales anciennes, appelées fumeurs noirs ou blancs. Dans ce schéma, la vie n'avait aucune origine spatiale. Thomas Henning et ses confrères ont élaboré une autre explication, dans laquelle les météorites jouent un rôle clé. Direction le Nevada, aux États-Unis, lieu d'une découverte importante il y a quelques années. Un matin de 2012, Lisa et Rick Warren sont en promenade quand une lueur étrange traverse le ciel. J'ai juste eu le réflexe de sortir mon appareil photo. Honnêtement, je ne voyais rien de précis. Mais j'ai appuyé sur le bouton et j'ai pris ces 3 clichés. Des instantanés qui montrent la chute d'une météorite. L'astronome Peter Jenniskens est chasseur de météorites. Alerté par plusieurs témoignages, il se rend à l'époque sur le lieu présumé de l'impact avec un ami. Les deux hommes passent les environs au peigne fin, en vain. Peter Jenniskens est prêt à jeter l'éponge. Après environ 1 heure de recherche, je suis retourné à la voiture. Mais ce n'est pas moi qui avais les clés. C'est là que j'ai remarqué des petits morceaux de roche noire à quelques mètres du véhicule. C'était ça qu'on cherchait. Quelle chance! On avait garé la voiture là et la météorite était tombée juste à côté. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. C'est une roche très sombre. La météorite mesure environ 1 cm d'épaisseur. Je n'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait, car ce type de météorite ne m'était pas familier. Mais en l'analysant de plus près au microscope, j'ai remarqué la couche vitreuse à sa surface. J'ai ainsi pu identifier une météorite. Le fragment est étudié par plusieurs scientifiques qui décèlent de longues chaînes carbonées constitutives de la vie sur notre planète. Les êtres vivants ont toujours été composés de cellules. Celles-ci sont séparées les unes des autres par des membranes. Chaque membrane cellulaire contient des substances composées de longues chaînes carbonées. Mais ces chaînes carbonées se retrouvent aussi dans l'ADN et l'ARN, support de l'information génétique. Et celles que l'on a observées dans les météorites sont de nature comparable. On voit que ces éléments de base sont présents dans une certaine famille de météorites. Ça signifie que si on trouve ces composants sur la Terre, c'est bien parce qu'ils sont arrivés là de l'extérieur. Et ça nous permet de franchir le pas suivant. L'Université Royal Holloway, non loin de Londres. On étudie ici la composition des météorites, et notamment de 2 spécimens bien particuliers. Queenie Chan, planétologue, en a reçu des échantillons il y a quelques années, alors qu'elle travaillait pour la NASA. Ces 2 météorites ont été baptisées Monahans et Zag. Elles sont tombées sur Terre en 1998, la même année, à quelques mois d'intervalle.
Elles nous ont été transmises pour analyse et on les a trouvées très intéressantes, tout à fait uniques. Elles contiennent des cristaux de sel bleu qui n'avaient encore jamais été observés dans des météorites. Ces cristaux, les voici. Leur coloration est due à l'irradiation qu'ils ont subie dans l'espace. Mais le plus étonnant est qu'ils aient atteint la Terre dans leur état initial, sans se consumer. Queenie Chan et ses collègues analysent ces étranges cristaux grâce à des technologies de pointe et découvrent un détail inhabituel. À l'intérieur de ces cristaux, nous avons décelé des inclusions d'eau. Après analyse, c'était assez extraordinaire de se rendre compte qu'il s'agissait d'eau à l'état liquide, exactement comme celle qui coule du robinet. C'est la même qu'on a trouvée dans les cristaux de sel. On a aussi identifié une série de composés organiques sous forme de petites molécules, comme des acides aminés, ou de molécules plus grandes, comme des solides organiques ou des macromolécules de carbone organique. Donc à la fois des matériaux simples et d'autres plus complexes. Ces cristaux renfermaient vraiment toutes sortes de composés organiques. Un petit cristal bleu, de l'épaisseur d'1 dixième de cheveu, aussi vieux que notre système solaire. Et qui provient d'un astéroïde. Ils sont tous constitués d'éléments essentiels à la vie. Carbone, hydrogène, oxygène ou encore azote. Or, ce sont ces mêmes éléments qui nous ont formés. Il est très prometteur de trouver dans une même météorite de l'eau et des molécules organiques, parce qu'elles sont indispensables à la vie telle que nous la connaissons. Ça nous renseigne sur les origines de cette météorite. L'astéroïde dont elle provient devait contenir la matière nécessaire à la vie. Une matière qui est parvenue intacte sur notre planète. Mais quel est le lien avec l'apparition de la vie? Revenons une nouvelle fois à la formation de la Terre. Le magma en fusion qui recouvre sa surface atteint 1000 degrés. Les conditions de base sont loin d'être réunies pour l'apparition de la vie. À peu près au même moment, des astéroïdes s'amassent entre Jupiter et Saturne, très loin de la Terre. Ils concentrent une grande quantité de carbone et d'eau gelée. Mais le cœur de ces astéroïdes est encore incandescent. L'eau qu'ils contiennent y est donc chauffée. Des conditions parfaites pour l'apparition de chaînes carbonées et d'autres molécules organiques. De très nombreux astéroïdes entrent en collision et se fragmentent. Leurs débris vont à leur tour former de nouveaux astéroïdes. On pense qu'un grand nombre de ces astéroïdes et autres fragments météoritiques ont heurté la surface de la Terre il y a très longtemps. Mais est-il possible que ce bombardement y ait déclenché l'apparition de la vie ? Cette question occupe l'astrophysicien et astrochimiste Dmitri Semenov, qui connaît bien les caractéristiques des météorites susceptibles d'avoir accompagné la formation de la vie. Il se rend aujourd'hui sur le site de l'astroblème du Nördlinger Riss, un cratère d'impact de météorites particulièrement bien conservé dans le sud de l'Allemagne. Ici, il y a 14,5 millions d'années, un corps céleste d'environ 1 km de diamètre a percuté la Terre à quelques 70 000 km/h.
L'explosion proprement dite a dégagé des centaines de milliers de fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima en une fraction de seconde. Elle a expulsé environ 150 km3 de roches qui ont été pulvérisées et ont fondu pour partie. Ils se sont retrouvés jusqu'à 450 km de là. Les petits fragments et la vapeur produits par l'explosion ont été soulevés jusque dans l'atmosphère à environ 100 km d'altitude avant de retomber. Un événement colossal qui a dû secouer toute la planète. De nos jours, 2 cratères témoignent encore du choc. Ils mesurent respectivement 25 et 4 km de diamètre. Mais aussi violent soit-il, un tel impact a-t-il pu déposer sur la Terre de la matière organique intacte ? Selon nous, ces impacts géants sont trop destructeurs pour avoir joué un rôle déterminant dans l'émergence de la vie. Mais des fragments plus petits pourraient correspondre à ce scénario. Ils auraient pu décélérer sans se consumer et ainsi atterrir intacts à la surface. Nos calculs ont montré qu'une météorite de 10 à 100 mètres de diamètre, entrant dans l'atmosphère terrestre selon un angle oblique, exploserait à 20 ou 30 km d'altitude. Elle s'émietterait en fragments mesurant de 1 à 10 cm de diamètre. Un autre impact, survenu il y a quelques années en Russie, semble confirmer cette théorie. Le 15 février 2013, à 9h20, une détonation secoue la région de la métropole de Tcheliabinsk, à 2000 km environ à l'est de Moscou. C'est une météorite qui s'est fragmentée dans l'atmosphère. Il s'agit d'un petit corps céleste d'une vingtaine de mètres de diamètre qui est entré dans l'atmosphère terrestre en suivant une trajectoire très oblique et qui a explosé à environ 30 km d'altitude. Il a produit une multitude de fragments qui sont retombés tout autour. Le lac de Tchebarkoul est tout proche et certains morceaux, parfois assez volumineux, sont tombés au fond. C'est donc assez proche du scénario théorique que nous avons envisagé dans notre étude, que les débris d'une météorite ayant explosé dans l'atmosphère aboutissent plus ou moins intacts dans un lac. Seul le type de météorite était différent, mais sur le principe, ça montre que notre hypothèse n'était pas de la pure science-fiction. L'impact de Tcheliabinsk prouve que des météorites de grande taille peuvent atteindre la surface de la Terre pratiquement intacte. Mais pour compléter l'hypothèse, encore faudrait-il qu'il s'agisse d'une météorite possédant la bonne composition. C'est-à-dire une chondrite carbonée, une roche sombre comportant une forte proportion de carbone. Ce ne sont pas les plus courantes. Elles représentent peut-être 5% au maximum de toutes les météorites. Mais elles contiennent beaucoup de molécules intéressantes, en plus de la roche. Il y a environ 22% d'eau et jusqu'à 4% de matière organique, dont une partie absolument essentielle à la vie. Si une météorite contenant des composés organiques atterrissait dans un lac légèrement acide, une grande partie de ces éléments se dissoudrait dans l'eau. La probabilité que ça se produise est mince. C'est comme les numéros gagnants au loto. Mais il y a eu tellement de chutes de météorites sur notre Terre qu'on ne peut pas l'exclure. Depuis 4 milliards d'années, ce bombardement n'a d'ailleurs jamais vraiment cessé. Thilo Hasse et Lutz Hecht
sont à la recherche de petites météorites sur le toit d'un magasin de meubles à Berlin. On estime qu'entre 60 et 100 tonnes de poussière cosmique parviennent chaque jour sur notre planète. Ces micrométéorites ne sont souvent pas plus grandes que des particules de poussière. Les détecter revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais cela ne décourage pas nos deux chercheurs. La plupart de ces particules sont des sphérules issues de l'industrie. Des petites billes agglomérant le produit de différents procédés. Elles peuvent venir de la construction, des hauts fourneaux ou même d'engins pyrotechniques. Mais sur les 10 000 particules qui se trouvent peut-être là-dessus, on va quand même pouvoir identifier une ou deux micrométéorites. Les micrométéorites sont souvent riches en métaux. Pour les repérer, Thilo Hasse utilise donc un aimant tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Le produit de la collecte est ensuite étudié en laboratoire. Habituellement, on s'attend plutôt à découvrir des micrométéorites lors d'expéditions de grande envergure dans l'Antarctique ou sur le plancher océanique. Il semble inespéré d'en trouver en ville. Sur le principe, on peut en ramasser partout. Dans les jardins, sur les toits, ce sont des particules infiniment petites, à peine visibles. Mais avec la bonne méthode, on peut récolter des micrométéorites partout, découvrir de la matière cosmique et l'étudier. C'est fascinant pour nous, scientifiques, et aussi pour toute personne qui s'intéresse à ce domaine. Voilà à quoi ressemble une micrométéorite potentielle. En voilà une. Un fragment minuscule, d'à peine 0,2 mm. Mais est-ce bien une micrométéorite? Sa seule apparence ne suffit pas à lever le doute. Certes, les micrométéorites sont généralement sombres et plutôt mates. Mais c'est également le cas de beaucoup de résidus industriels. Il est donc nécessaire de faire appel à des équipements de pointe. La particule est d'abord métallisée au carbone. Ce procédé permet par la suite une analyse chimique à l'échelle du micromètre, seule façon de connaître la composition exacte du fragment. C'est un travail laborieux, et rares sont les particules qui possèdent la bonne composition. Mais c'est toujours un grand moment de pouvoir confirmer la découverte d'une micrométéorite. Verdict, il s'agit bien d'une micrométéorite. Cette trouvaille s'inscrit dans une longue série de découvertes à mettre au crédit de ces chercheurs berlinois. Mais un fragment aussi petit peut-il renfermer les éléments constitutifs de la vie? Il est tout à fait possible que les micrométéorites contiennent aussi cette matière organique. Mais nos connaissances ne suffisent pas à l'heure actuelle. On voudrait donc trouver dans cette multitude de petites micrométéorites celles qui pourraient comporter des matériaux organiques. On pourrait ainsi voir si la composition des molécules qu'on y trouve confirme la thèse d'une apparition de la vie à partir de matériaux organiques. En attendant, Thilo Hasse et Lutz Hecht continuent d'explorer les toits de Berlin en quête de grains de poussière prometteurs.
Il faut désormais pousser les recherches plus loin, beaucoup plus loin. En 2014, la sonde japonaise Hayabusa 2 est lancée. Sa destination, Ryugu, un astéroïde situé à 340 millions de kilomètres de la Terre. C'est de là que pourraient provenir certaines micrométéorites retrouvées sur notre planète. Ryugu est resté inchangé depuis 4,6 milliards d'années. L'analyse de sa surface a révélé de grandes similitudes avec la composition des chondrites carbonés parvenus jusqu'à nous. Juin 2018. Après 3 ans et demi de vol, Hayabusa 2 atteint l'astéroïde et en transmet les premières photos. Puis en 2019, commence le volet le plus important de la mission. En avril, la sonde produit un cratère d'impact artificiel sur Ryugu. Peu de temps après, elle va brièvement au contact de l'astéroïde, afin de prélever de la matière dans son sol. Quelques milligrammes qui pourraient révolutionner notre connaissance de la vie. Pour les ingénieurs japonais, c'est le moment de vérité. Lors d'une manœuvre comparable quelques années auparavant, le prélèvement d'échantillons avait échoué. Ces images montrent les moments clés de l'opération. Mission accomplie. Les chercheurs placent de grands espoirs dans ces prélèvements. En décembre 2020, la capsule contenant les échantillons récoltés par Hayabusa 2 retrouve la Terre. Elle renferme le fragment le plus pur jamais prélevé sur un astéroïde carboné, vieux de plus de 4 milliards d'années, sans aucune altération extérieure. S'il s'avère qu'il contient des composés organiques, ce sera une preuve de plus que la vie sur Terre puise ses racines dans l'espace. J'espère qu'on y trouvera les éléments habituellement présents dans les météorites carbonées, mais aussi d'autres éléments. Peut-être des composants plus complexes. Ce serait une découverte formidable en faveur de notre théorie. Loin d'être une particularité de notre planète, l'apparition de la vie serait alors une sorte d'évidence cosmique? Une vie complexe peut-elle voir le jour simplement à partir de molécules provenant de l'intérieur des astéroïdes et transportées sur Terre par des météorites? Le système modèle que nous avons en tête présente une alternance de cycles de sécheresse et d'humidité. Imaginons une casserole dans laquelle on verse de l'eau, qu'on laisse ensuite sécher avec les composants qu'elle contient. C'est maintenant à nos collègues chimistes de déterminer si de l'ARN, par exemple, peut se former à partir de là. C'est précisément ce que l'on cherche à faire à l'université Louis et Maximilien de Munich. Thomas Carrel et son équipe veulent savoir comment le premier matériel génétique a pu se développer dans les conditions primitives de la Terre. Leurs travaux constituent une petite révolution dans la recherche.
On a dans l'idée qu'un concours de circonstances unique a permis à ce matériel génétique de se former. Que ces conditions étaient tellement exceptionnelles qu'elles n'ont été réunies qu'une fois dans l'univers, précisément sur Terre, pour 1000 bonnes raisons. L'existence de la Lune, la bonne distance par rapport au Soleil, la présence d'eau sur notre planète, etc. En réalité, on constate que cette apparition est compatible avec un grand nombre de configurations assez simples. C'est comme une loi de la nature, comme quand une balle tombe en vertu de la loi de la gravitation. En résumé, la vie n'est pas apparue par hasard. Et Thomas Carell entend le prouver en laboratoire. Pour ce faire, il utilise un dispositif composé de simples fioles et de molécules organiques élémentaires comme celles que les météorites apportent sur Terre. Ce qu'on ignore encore, c'est ce qu'il y avait avant la première cellule. Comment sont apparues les molécules qui ont permis la vie? Comment ont-elles pu s'assembler pour former une machine aussi complexe? Comment ont-elles pu se répliquer, se développer? Mais je crois qu'on peut élaborer des hypothèses plausibles pour l'expliquer et dire « voilà comment ça a pu se passer. Voilà un scénario vraisemblable ». L'objectif est de simuler en laboratoire les premières étapes ayant conduit à l'émergence de la vie. On imagine qu'on a 3 mares peu profondes. Dans ces nappes d'eau, on simule des cycles de sécheresse et d'humidité. On commence par faire pleuvoir. Ensuite, on augmente la température, comme pour reproduire l'effet d'un sol volcanique, et l'eau s'évapore. L'expérience entend reproduire la surface terrestre et les conditions environnementales supposées d'il y a 4 milliards d'années. 3 bassins, reliés par des ruisseaux. Le premier s'assèche. Mais soudain la pluie se met à tomber. Le premier bassin se remplit et déborde dans la mare voisine. Celle-ci finit par s'assécher à son tour, au bout de plusieurs années. Un orage survient. La mare se remplit et déverse à nouveau son trop-plein. Une alternance de sécheresse et d'humidité. Une interaction ancestrale entre les éléments et les variations de température. On a 3 mares reliées par de petits cours d'eau et des averses qui permettent aux matériaux de passer de l'une à l'autre. Et à la fin, une substance génétique apparaît. C'est donc dans cette dernière fiole que se trouveraient les éléments constitutifs de la vie. L'échantillon est analysé au spectromètre de masse, qui permet d'identifier et de mesurer la masse de ses composants à l'échelle moléculaire. C'est désormais certain. Les scientifiques ont bel et bien trouvé la recette des bases chimiques nécessaires à l'ARN. Adénine, cytosine, guanine et uracile. C'est extraordinaire quand on pense que cette évolution sur la Terre a duré plusieurs centaines de millions d'années, le temps que les molécules se constituent. Et là, avec notre simulateur, on peut reproduire le processus en quelques heures ou quelques jours. Ça nous permet de voir que si les conditions géologiques sont réunies, le matériel génétique se constitue en priorité et assez rapidement. L'apparition de la vie serait donc moins complexe que ce que l'on pensait. On constate que certaines molécules apparaissent en premier, en raison de leur structure et de leur stabilité. Et ce sont elles qui forment les éléments constitutifs de la vie.
Personnellement, j'en déduis que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. La vie ailleurs n'a pas nécessairement la même complexité qu'ici. Mais en tout cas, les conditions d'apparition du matériel génétique ont pu être réunies sur d'autres exoplanètes. C'est précisément le scénario envisagé par les chercheurs. La vie ne serait pas apparue dans les profondeurs des océans, mais plutôt à la surface de notre planète, à peine refroidie, dans l'alternance des influences extérieures et des saisons. Et les éléments essentiels à ce processus sont venus de l'espace. On a décelé dans des météorites des substances essentielles aux vivants. De toute évidence, des échanges interplanétaires ont lieu. Des matériaux expulsés de corps parents ont atterri sur d'autres planètes, puis ont évolué en fonction des conditions locales. Il n'est pas tout à fait exact de dire que la vie est partout. Je ne crois pas qu'elle soit si répandue que ça. Nous savons que sa matière brute est très courante. À mesure qu'on étudie les météorites, on se rend compte que bon nombre d'entre elles comportent les ingrédients de base nécessaires à la vie. Mais celle-ci n'apparaît pas aussi facilement pour autant. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de l'histoire de l'humanité, c'est le moment où on connaît le plus des choses. Et demain, on en connaîtra encore plus. Mais est-ce qu'on va résoudre le problème de l'origine de la vie maintenant, disons, dans l'espace de ma carrière? Je ne pense pas. Je pense que les biologistes sont encore trop loin de comprendre cette transition de la chimie organique au vivant. La question philosophique de la formation de la vie sur Terre restera sans doute une énigme. On ne saura jamais comment les choses se sont produites exactement. On ne peut pas remonter le temps, en tout cas pas à l'heure actuelle. Mais on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Quand on pense à la quantité d'objets planétaires présents dans l'espace, il y a une forte probabilité qu'il existe quelque part un autre corps comparable à la Terre, sur lequel des composés organiques ont été introduits et la vie a pu se développer. Une très forte probabilité. La vie s'est développée sur notre planète bleue car la Terre offrait simplement des conditions idéales. Moyennant un petit coup de pouce venu du cosmos.